Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis de l'École du Changement. Nous nous retrouvons, grâce à Dieu, une fois de plus, en tout cas pour notre émission École du Changement. Et pour aujourd'hui, nous allons recevoir monsieur Adrien, maître Adrien Mounyemali. Il est cadre de la CH, l'Alliance pour le Changement, un nouveau-né dans la sphère politique congolaise, le parti de l'honorable Jean-Marc Akabound. Avec maître Adrien Mounyemali, nous allons en tout cas aborder comme thème l'apport de l'Alliance pour le changement dans la sphère sociopolitique de la RDC. Et ça nous permettra en tout cas de découvrir un peu ce parti, de découvrir ce que ce parti compte en tout cas faire sa contribution pour le changement, parce que ça s'appelle l'Alliance pour le changement. Maître Adrien Mounyemali, bienvenue en tout cas sur ce plateau de l'École du Changement. Et vous êtes l'enseignant du jour. Et le principe est simple. Nous ne tirons pas ici sur les individus, mais nous tirons sur les antivaleurs, sur les travers de la société pour amener un véritable changement de gouvernance, un véritable changement de mentalité. Maître Adrien Mounyemali, première question. Dites-nous, pourquoi est-ce que l'Alliance pour le changement a été créée? Parce que nous avons quand même un grand nombre de partis politiques. Pourquoi est-ce que votre président n'a pas adhéré à un autre parti après avoir quitté l'UDPS? Il a préféré en tout cas créer un nouveau parti, Alliance pour le changement. Est-ce que ce n'est pas un parti de trop, maître Adrien Mounyemali? Merci. Je tiens à vous remercier, cher JR, pour cette invitation dans cette émission qui est pédagogique. Je tiens à dire bonjour aussi à tous nos téléspectateurs. Et bonjour à tous les précurseurs et artisans du changement, et aussi bonjour à tous les militants, les citoyens congolais, et aussi à mes camarades membres du parti ACH, et au président Jean-Marc Akabound. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que Alliance pour le changement, c'est un parti de trop? Nous pensons que non, parce que Alliance pour le changement, ACH, c'est un parti qui naît dans un contexte particulier. Et le contexte particulier, c'est le fait que pour la toute première fois, après plus de 60 ans, la République démocratique du Congo a désormais assisté à la passation pacifique de pouvoir, qui a d'ailleurs suscité beaucoup d'espoir dans le cœur de tous ces combattants qui ont milité pendant des années, et qui était aussi un élan d'espoir pour la jeunesse qui est en train de monter, pour voir pour la toute première fois en tout cas de leur vie la passation entre l'ancien président de la République vivant et au pays, donner le flambeau à un autre, d'ailleurs qui vient de l'opposition, et pas n'importe quelle opposition, une opposition historiquement radicale, et cela a suscité de l'intérêt ainsi que de l'enthousiasme au sein de la population. Mais par rapport aux résultats actuels, il a fallu observer pendant plus de 3 ans le fonctionnement ou le résultat même de cette passation pacifique du pouvoir, et l'Alliance pour le changement a constaté que toutes les attentes étaient déçues d'une part, et voilà pourquoi il ne fallait pas continuer à croiser les bras et à observer passivement, il faut agir autrement. Voilà pourquoi le président, l'honorable Jean-Marc Akabound, après tout cet épisode qui s'est passé dans son combat, a estimé bon de pouvoir mettre sur pied une formation politique qui peut essayer de résoudre le problème et le paradoxe que notre pays est en train de vivre sur tous les plans. Est-ce que ce n'est pas le résultat d'une frustration? Est-ce que si le président Jean-Marc Akabound n'avait pas en tout cas des difficultés, n'était pas en conflit ouvert avec l'actuel chef de l'État et même avec le parti de PSC, est-ce qu'il aurait quitté de lui-même comme ça la majorité actuelle au pouvoir et créé un parti ancré dans l'opposition? Alors, d'abord, je dois rappeler ici que l'adhésion dans un parti politique est libre. Et quand l'on adhère dans un parti politique, on adhère sur les valeurs et les convictions. Et le président Jean-Marc Akabound n'est pas frustré, tout simplement parce que c'est lui qui était le numéro 1 du parti au pouvoir. Et en tant que tel, il a essayé de bouger les choses. Il a agi, d'autres personnes l'ont qualifié de plusieurs manières, mais nous avons analysé cela comme l'envie du changement
qui a été prôné pendant plus de 30 ans par ce parti politique. Et l'histoire a voulu que ce soit lui, à la tête de ce parti, qui est la sœur de l'opposition, pour que le pouvoir soit entre les mains de cette opposition-là. Et le peuple était en train d'observer, et lui était en ligne de tir. Il fallait qu'il puisse booster, accompagner, et tous les militants et les membres du parti, et aussi, ainsi que les mandataires, y compris le président de la République, qui est le fruit du parti UDPS. Est-ce que l'envie de changement, là, sa soif du changement de gouvernance et de mentalité, c'est ce qui l'a conduit, par exemple, à intervenir dans la circulation routière, et même à faire trouer le pneu de certains véhicules de citoyens? Est-ce que c'est cela vraiment, c'était l'envie de ce changement-là? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu intervenir pour que ceux qui sont chargés, en tout cas de réguler la circulation ou de redresser ceux qui marchent en dehors de la loi, du code de la route, puissent en tout cas être redressés? Alors, Monsieur JR, je n'ai pas de preuves sur trouver les pneus, mais moi je vais revenir sur les faits. Supposons que cela soit dit tel que vous venez de l'annoncer. Est-ce qu'il y a un individu qui est au-dessus de la loi? Personne n'est au-dessus de la loi. Qui que ce soit, même le président de la République lui-même, il ne peut violer ou brûler le feu que lorsque, d'ailleurs c'est la loi qui prévoit le code de la route, il est en cortège officiel et muni de la police. Mais aujourd'hui, peut-être que vous ne le remarquez pas, mais nous qui fréquentons la route tous les jours, je sais que vous le faites, il y a des individus qui troublent l'ordre public juste parce que lui a un peu de privilèges. Je ne dénonce pas, je ne dis pas, je n'ai rien contre toutes les autorités. Mais lorsque vous n'êtes pas en cortège officiel, vous êtes en véhicule privé, même si vous avez un policier à votre garde, vous n'êtes pas obligé de prendre le sens inverse. Parce que tous les citoyens congolais, imaginez qu'ils vous suivent. Parce que vous n'êtes pas plus citoyen que les autres. Alors c'est à cette place-là du citoyen lambda que le président Jean-Marc s'est mis. Tout premier président, il est premier vice-président. Il pourrait croiser les bras, il pouvait passer avec son cortège. Personne ne pouvait lui interdire. Mais en tant qu'acteur du changement, il a trouvé qu'il n'est pas normal. Ce n'est pas parce que lui est premier vice-président qu'il doit brûler le fait, aller en sens inverse. D'ailleurs, pour votre information, il était sur la ligne. Et il n'était pas normal que certaines personnes, peu importe leur titre, puissent brûler les faits, puissent aller en sens inverse, et ça au détriment de tous les citoyens qui attendent dans leur véhicule. Bon, Maître Adrien Mounyemali, cadre de la CH, avant que votre parti puisse en tout cas présenter son projet de société, tout ça, dites-nous un peu, brièvement, je sais que vous êtes dans l'état-major de ce parti-là, qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans la lutte pour le changement que vous n'avez pas pu apporter en étant dans l'actuelle majorité présidentielle? Alors ici, il faut créer la différence. Alliance pour le changement n'est pas un parti issu de l'UDPS. C'est vrai que le président Jean-Marc Kabound Kabound, c'est un combattant de l'UDPS, mais Alliance pour le changement est un nouveau parti politique qui est constitué tant que par les anciens membres de l'UDPS qui ont compris la vision du président Jean-Marc Kabound Kabound et qui adhèrent à cette nouvelle vision, mais aussi et surtout d'ailleurs ceux de ces Congolais qui n'ont jamais été dans l'UDPS. Et quelle est cette nouvelle vision? Voilà, cette nouvelle vision, c'est la refondation de la mentalité congolaise. Parce qu'aujourd'hui, notre pays souffre du fait que le Congolais n'a pas encore pris conscience. Comment? Il y a des gens qui estiment que si une autorité brûle le feu, c'est normal. Il y a des gens qui estiment que si un président de la République fait quelque chose de mal, il ne faut pas dire parce qu'on va vous arrêter. Il y a des citoyens qui estiment que lorsque le ministre tourne et que vous dénoncez, non, vous allez mourir pour rien. Voilà pourquoi Alliance pour le changement vient réveiller le citoyen congolais. Lui dire que le sol et le sous-sol congolais t'appartiennent. Parce que d'ailleurs, même dans la définition de l'État, on commence par le territoire, mais suivi de la population. Donc le pouvoir public vient en troisième place. Et le premier axe pour le parti politique Alliance pour le changement, c'est de dire aux Congolais que ce pays t'appartient. Il n'y a pas plus Congolais que toi. Tous les Congolais sont égaux. Mais seulement chacun joue le rôle dans la mission que lui attribue la loi ou la Constitution. Et cela ne fait pas de lui super Congolais. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, nous venons remettre un peu de l'ordre. Parce que l'appareil de l'État, en tant que superstructure, l'État, c'est un régulateur.
L'État est celui qui rappelle tout citoyen sa place, qu'il soit mandataire, qu'il soit citoyen lambda, mais que chacun se sente à l'aise là où il se trouve. Qu'il soit opérateur économique, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que pour réussir dans la vie, il faut être ministre, il faut être mandataire. Non, d'ailleurs, dans la plupart des pays développés, ceux qui sont riches ne sont même pas des politiciens. Ce sont des citoyens, ce sont des opérateurs économiques qui font les affaires, mais l'État, son travail est de s'assurer que chaque citoyen qui veut évoluer dans son secteur le fait d'une manière normale. Ça, c'est le deuxième axe. Troisième axe, nous venons par rapport à la production. Parce que quand on regarde le secteur principal de notre économie, qui est le secteur minier, mais ce secteur est envahi par les expatriés. Et ces expatriés sont en train de prendre nos richesses et les amener chez eux. Malheureusement, il y a même des Congolais qui ont des fonds, mais qui prennent le fonds dans notre pays, mais qui les gardent à l'extérieur. Et ça, nous trouvons que ça, c'est la fuite des capitaux. Et c'est dans tous les secteurs, c'est pas seulement les secteurs miniers. Allez aujourd'hui au niveau même de la nourriture, l'alimentation, elle est importée par les étrangers. Donc le jour qu'une catégorie d'étrangers vont se lever pour dire non, on ne peut plus importer des choses en République démocratique du Congo, mais le Congolais sera à genoux dans son propre pays. Voilà. Donc ça, c'est le troisième axe, et je sais qu'on va développer. Et le quatrième axe, c'est de remettre aussi la population congolaise, donc chaque citoyen, dans l'accès aux services de première nécessité. Voilà, ok, ça c'est l'apport en tout cas, brièvement l'apport de l'Alliance pour le changement dans la gouvernance du pays. Vous insistez sur le changement de l'homme congolais, de mentalité, mais maintenant vous êtes aussi dans l'opposition anti-régime Tshisekedi. Vous avez fait une entrée fracassante. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin que le président Jean-Marc Kaboundé ait un discours aussi radical, aussi dur vis-à-vis de son ancien partenaire que le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo? Ils ont combattu ensemble. Est-ce qu'il n'était pas question pour lui, par exemple, de se séparer à l'amiable, de faire sa nouvelle vie politique plutôt que de le faire de cette manière-là, et cette manière-là de faire lui vaut aujourd'hui en tout cas une procédure judiciaire au niveau de la Cour de cassation? Alors, c'est ça. C'est ce que l'Alliance pour le changement veut combattre. Le Congolais croit que si vous dénoncez quelque chose fait par une autorité, non, vous êtes allé trop loin, le discours était fracassant. Je ne sais pas ce qu'on appelle fracassant dans le discours du président Jean-Marc Kaboundé. Le fait qu'il ait parlé des RAM, qui ne sait pas le tort que RAM a causé à tous les citoyens congolais utilisateurs des services de télécommunications. Tout le monde était en train de se plaindre. Mais le président Jean-Marc n'a fait que rappeler son rôle, le rôle qu'il a joué. Parce qu'il n'était pas normal qu'un pauvre citoyen, une maman pauvre qui est dans le fin fond, vous puissiez le couper autant de crédit. Bon, maintenant cette maman, qu'est-ce qu'elle a reçu en retour? Parce que quand on paye une taxe, il y a toujours une action retour. Cette maman jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a eu par rapport à sa contribution à RAM? On ne sait même pas la destination. Ce qu'a fait le président Jean-Marc dans son discours, c'est de rappeler le rôle qu'il a joué. Présenter le chef de l'État comme l'homme le plus dangereux de la République, présenter un danger pour le Congo, c'est quand même grave. Vous savez, il y a l'institution président de la République. Ça, je ne cesse de le dire. Et l'individu, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Jean-Marc Kaboundé n'a aucun problème avec l'individu, monsieur Félix Tshisekedi, mais le problème c'est l'institution président de la République. Parce qu'on peut avoir des divergences sur le plan personnel, mais lorsque les choses ne marchent pas sur le plan de l'État, en tant qu'un homme d'État, il doit dénoncer. Et quand il le dénonce, il met les sentiments de côté, il met les apparentés de côté et il attaque le vrai problème. Et c'est là que certaines personnes ne comprennent pas la réaction du président Jean-Marc Kaboundé. C'est pas qu'il est haineux comme les gens essaient de le présenter. Non, lui s'insurge du fait que l'institution président de la République doit jouer son rôle pour lequel la Constitution l'a placé. Et à chaque fois que cette institution-là ne répondait pas aux attentes lui confiées par la Constitution et toutes les règles, le président Jean-Marc, en tant que chef du parti au pouvoir, chef du parti présidentiel, devrait taper
sur la table pour dire attention, nous sommes à la tête de cette institution, président de la République, voici les attentes du peuple et nous devons répondre à ces attentes. Mais quand il dénonce par exemple, il parle de régime des justeurs, mais ce n'est pas une institution qui jouit, ce sont les individus qui sont des justeurs. Là, il s'est attaqué à des individus, pas une institution. Alors, moi, ça me fait rire, parce que si moi je suis à la présidence et que je ne suis pas justeur, je ne me sentirai pas visé. Donc la réaction de certaines personnes à la déclaration du président Jean-Marc montre qu'ils se sont sentis visés par ce concept. Moi, le citoyen congolais, je ne suis pas justeur. Pourquoi je dois m'insurger contre ce discours? Et que répondez-vous à ceux qui estiment que les plus grands justeurs, les justeurs numéro 1, c'est le président Jean-Marc Kabound lui-même. Donc il s'est adressé à lui-même parce qu'on nous apprend de l'autre côté qu'en quelques années seulement, en tout cas, il est maintenant dans une maison blanche, il a beaucoup de biens, il construit des écoles, tout ça. Moi, j'ai été chez le président Jean-Marc Kabound, chez lui, ce qu'on présente comme villa. Ce qu'on appelle villa, c'est une maison résidence, c'est le domicile, c'est là où il habite. Oui. Pour un député national qui a déjà fait 3 ans, c'est-à-dire 36 mois de mandature, est-ce que vous pensez qu'il ne saura pas construire son domicile? Je ne dis pas la résidence, je ne dis pas un hôtel. C'est là qu'il habite avec sa famille. Il y a des personnes, je ne sais pas, est-ce qu'il fallait que le président Jean-Marc Kabound puisse être locataire dans une maison? Excusez-moi, il n'a pas encore construit une maison, il vit dans une maison de 2 chambres et salon. Excusez-moi, je ne veux pas faire le discours sur les biens du président, parce que moi je trouve déjà ce débat trop bas. Parce que si les gens doivent débattre de où je passe nuit, sur quel lit je dors, cela veut dire qu'on manque d'arguments. Parce que un homme d'État ne peut pas aller viser un domicile d'un citoyen normal. Et dans quel quartier? Ce n'est pas à ma campagne, ce n'est pas à la Gombe, c'est à Kingaboua. Tout le monde connaît dans quel environnement Jean-Marc se trouve. Mais c'est un citoyen honnête qui construit chez lui, qui est fier de ses biens. Parce que ceux qui cachent leurs biens, ce sont les biens mal acquis. Mais lui, pour montrer sa sincérité, son honnêteté, tout le monde connaît. D'ailleurs, ce sont les combattants qui arrivent chez lui. S'il avait des choses à se reprocher, est-ce qu'il allait ouvrir ses portes aux citoyens, aux combattants de l'UDPS? Pas du tout. Donc, moi, j'aurais voulu, je pensais d'ailleurs que les gens pourraient brandir des gratte-ciel. Je pensais que les gens pourraient brandir des villas, c'est-à-dire des quartiers entiers. Mais quand je suis entré pour la première fois, j'étais surpris, c'est qu'on présentait comme villa. C'est une maison modeste, qui n'est même pas à 2 niveaux. C'est une maison ordinaire, quand vous arrivez, c'est à peine quelques bâtiments, où il vit avec sa famille, qui est là, résidentielle. Et les gens sans argument présentent ça, soi-disant, comme un justeur. Pour un député national, qui a son salaire normal, je trouve ce propos ridicule et je ne veux même pas approfondir. Ok, maître Adrien Mouniamali, je rappelle que vous êtes cadre de l'Alliance pour le changement ACH, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound. Avec vous, nous sommes en train en tout cas de plancher sur l'apport de votre parti dans la sphère socio-politique. Vous aviez présenté tantôt la vision de votre parti, mais nous avions noté aussi que vous avez fait en tout cas une entrée fracassante dans l'opposition. Et ces discours-là, ces sorties médiatiques de l'honorable Jean-Marc Kabound qui lui valent en tout cas aujourd'hui des ennuis judiciaires. Est-ce que vous avez été surpris, vous, au niveau de votre parti, d'avoir ces ennuis judiciaires contre votre président après qu'il ait fait cette sortie médiatique fracassante à travers le média? En fait, on s'y préparait. Nous savions que ceux qui ne sont pas dans l'élan du changement vont essayer de freiner ces changements. Mais ici, le changement, ce n'est plus le changement de Jean-Marc, c'est toute la population. Vous êtes journaliste, faites circuler le micro-baladeur. Vous allez constater que la majorité silencieuse est en train d'observer. Mais à un moment, il y aura cet enflammement. Mais seulement le président Jean-Marc n'a pas voulu être complice de cette majorité silencieuse. Il a pris son courage et il a fait le devant. Mais ce qui me déçoit, c'est l'appareil judiciaire. Jean-Marc Kabound, en tant que citoyen congolais, il a dénoncé des faits de détournement. Dans un pays où la justice fonctionne normalement, la justice devrait inviter le président Jean-Marc Kabound pour qu'il lui donne les preuves des faits dénoncés, parce que ce détournement-là, il s'agit de détournement des deniers publics, si détournement il y a. Et que c'est peut-être face au fait que le président Jean-Marc Kabound ne prouve pas
ou n'appuie pas ces allégations, que la justice pourrait maintenant le poursuivre pour diffamation. Et même dans ce cas, un député national, quand vous lisez un grand doctrinaire qui est connu par les juristes, Boni Chizungu, il a écrit sur la diffamation. Il dit qu'un député, un membre, parce qu'un membre du Parlement, député, sénateur, ne peut pas être poursuivi pour diffamation lorsqu'il dénonce le détournement et la corruption. Donc, quand vous lisez l'ouvrage du professeur Boni Chizungu, qui est très bien connu, à la page 348 et 349, vous trouvez ces arguments sur la diffamation. Donc, on ne peut pas imputer à un député national, un mandataire, quelqu'un qui a le mandat de la population, de pouvoir être auteur de diffamation lorsqu'il dénonce les détournements et la corruption. Cela en est même, d'ailleurs, il est allé loin. Il a dit lorsque un croyant dénonce qu'un prêtre a une concubine. Donc, si un croyant dénonce qu'un prêtre a une concubine, ce n'est pas de la diffamation. Donc, il a donné autant d'exemples pour lesquels une personne ne peut pas être poursuivie pour diffamation. Et aussi, pour parler de la diffamation, il faut qu'il y ait une victime, personne physique. Le président Jean-Marc a diffamé qui? Parce que j'attends que le procureur nous dise. Est-ce qu'il a diffamé l'État? L'État, c'est une personne morale. Il a diffamé la présidence. La présidence, c'est une institution. Donc j'attends la victime de cette infraction de diffamation pour savoir comment on va continuer avec la procédure. Voilà. Bon, vous là, à la CH, vous concevez ce procès comme un procès véritablement judiciaire ou c'est un procès en tout cas teinté de motivations politiques pour essayer de faire taire votre président qui aurait sûrement des vérités à sortir sur la place publique? C'est un procès politique. Comment ça? Je vais démontrer. L'article 102 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule que lorsque un député est poursuivi, c'est-à-dire lorsqu'il y a des faits qu'on reproche à un député, le procureur général près la Cour de cassation requiert l'autorisation. Il y a deux autorisations. La première, c'est l'autorisation d'instruction. C'est-à-dire, il veut ouvrir un dossier judiciaire à l'encontre d'un député. Et il faut que le bureau, en dehors, lors de la session, si nous sommes en pleine session, le bureau doit mettre sur pied une commission ad hoc qui doit analyser ce réquisitoire et après faire le rapport. Et le bureau doit maintenant autoriser. Après l'autorisation, en toute procédure normale, le procureur général, près la Cour de cassation, doit conclure l'instruction. C'est ça le droit pénal. Conclure l'instruction, et s'il trouve que les faits, l'instruction déjà qui est en train d'être faite, et que les faits sont probants, il doit communiquer les conclusions de ces faits au bureau qui lui a donné l'autorisation d'instruction. Et après, lorsque le bureau trouve ces éléments dignes et crédibles, le bureau doit maintenant inviter le député incriminé, qui peut aller seul ou se faire accompagner d'un ou de deux de ses collègues. Ça, c'est après que le procureur ait clôturé. Exactement, il clôture l'instruction sur le plan de... Il a entendu le député. Le président Jean-Marc Aboun est déjà parti devant le procureur. Il a accepté. Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'il allait fuir, qu'il allait se réfugier. Non, il ne se reproche de rien. Il s'est présenté. Le procureur l'a entendu. Et après, le procureur lui a donné le rendez-vous du 2 août. Il n'a pas fui, parce que c'est un citoyen honnête, il sait qu'il n'a rien fait du mal. Il s'est présenté, même pendant cette période. Il arrive, il n'y a aucun magistrat disponible pour l'entendre. Il a passé plus de 4 heures au parquet général. Et après, on lui présente le deuxième rendez-vous. Deuxième rendez-vous du 2. On lui dit, non, aujourd'hui ce n'est pas possible de vous entendre parce qu'il y a eu des mises en place. Bon voilà, voici un autre mandat de comparution, vous venez le 9. Il rentre chez lui. Mais le même 2. Donc, avec le même rendez-vous, le mandat en main de comparution du 9, le président Bosso va l'inviter pour dire, bon voilà, vous venez le 4 pour vous entendre. Le procureur a émis encore un autre réquisitoire pour lever les immunités. Vous avez déjà vu ça où? Il faut le même procureur. Mais le même procureur qui a adressé le premier réquisitoire
où le président Mbosso a donné l'autorisation sans même informer son collègue, qui est l'honorable Jean-Marc. L'honorable Jean-Marc était surpris de l'invitation du parquet, a pris déjà l'autorisation, comme si c'était un fugitif. Bon, le premier rendez-vous avec le bureau, il ne s'est pas présenté. Il y a un deuxième rendez-vous. Est-ce qu'il va-t-il se présenter? Il ne peut pas se présenter parce que il est déjà en procédure. Bon, dites-moi, il va se présenter pour présenter quel moyen? Est-ce qu'on ne risque pas d'élever ses immunités par défaut? Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un procès politique. Parce que dans un procès judiciaire, il n'y a pas péril en demeure. Le président Jean-Marc, il n'a même pas l'intention de s'enfuir, sinon il ne pourrait jamais se présenter. Tous ceux qui veulent le voir en prison, qu'il s'apaise. S'il a commis les faits, c'est un acteur politique. Il a déjà fait la prison, ce n'est pas pour la première fois. Il a déjà fait la prison et il est là en liberté. Et c'était sous des régimes dictatoriaux. Et si ce régime veut verser vers la dictature, le président Jean-Marc, c'est un politicien aguerri. Il s'y prépare. Et d'ailleurs, actuellement, il a répondu. Et quand il a répondu au bureau, le bureau vient de l'inviter pour la deuxième fois. Nous disons à M. Mbosso d'attendre, d'avoir son mal en patience, qu'il attende que le procureur général puisse conclure son instruction. Le 9, le président Jean-Marc va se présenter au parquet général. Il va aller répondre à l'invitation. Et après, si le PSG estime que les faits sont probants, le PSG, nous lui conseillons de communiquer les conclusions au bureau en réservant copie au président Jean-Marc, qui doit aussi préparer sa défense. Ce n'est qu'à ce moment-là que le président Mbosso peut l'inviter pour maintenant statuer sur le deuxième réquisitoire qui va maintenant aboutir ou non à la levée des immunités. Parce qu'on ne lève pas les immunités n'importe comment. C'est un député national qui a le mandat du peuple. Et le peuple lui a demandé de dénoncer tout ce qui est malversation. Mais dans la lettre de Mbosso, en réaction en tout cas à la non-comparution, à l'absence du président Jean-Marc Abounde lors de la première invitation du bureau, le président Mbosso a répondu que pendant, en tout cas les immunités sont opérantes que pendant les sessions, pas pendant les vacances. Quand vous lisez la Constitution, on ne sait pas d'où est-ce qu'il a tiré cela. Le député a joui de ses immunités pendant toute la période de son mandat. C'est ce que la Constitution dit. Et la procédure dans le règlement intérieur de l'article 102 donne les dispositions en session et en dehors de la session. Ce n'est pas par rapport aux immunités, c'est par rapport à la commission. Lorsque nous sommes en pleine session, il faut mettre sur pied une commission parce qu'on suppose que tous les députés sont là. Mais lorsque nous sommes en vacances parlementaires, les députés ne sont pas là, ils sont en vacances parlementaires, on ne peut pas les appeler pour faire une commission ad hoc. C'est là qu'on transfère le pouvoir précaire au bureau de pouvoir statuer. Donc ce n'est pas que quand le député est en vacances parlementaires, non. On ne peut arrêter le député qu'en flagrant délit et sur autorisation. La Constitution le dit. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Maître Adrien Monyemali. Vous êtes cadre de la CH. Nous sommes en train d'avancer lentement, en tout cas, vers la fin de cette émission. Il nous reste en tout cas moins de 10 minutes. Bon, on sent déjà que le même relation tendue entre l'opposition et ceux qui sont au pouvoir continue en tout cas, même avec votre arrivée au niveau de l'opposition. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une petite idée, Maître Adrien Monyemali, pour faire en sorte que les relations, en tout cas entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, soient moins tendues, soient même des relations de convivialité, parce qu'on l'a même vu lorsque votre président comparait, il y a toujours eu des tiraillements, tout ça, les lacrymogènes sont tirés, il y a des cadres du parti, des militants qui sont brutalisés. Comment, selon vous, apaiser les relations? Est-ce qu'il faut-il qu'au niveau de l'opposition, si vous mettiez de l'eau dans votre vin, qui vous ait un discours moins radical, moins poignant, ça pourrait peut-être modifier aussi l'attitude de ceux qui sont au pouvoir? Alors, nous estimons que si chacun connaît son rôle, il n'y aura pas assez de problèmes. Le pouvoir sait que le rôle est de travailler pour la population. Et la loi même sur l'opposition, parce que l'opposition dans notre pays est régie par une loi. La loi donne le mandat, le pouvoir à l'opposition de critiquer le régime en place. Parce que nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous sommes dans une démocratie où si moi je ne suis pas d'accord avec ce que l'autre fait, j'ai la liberté de le dire dans le respect de la loi.
Et si j'ai le titre, le pouvoir, ici je parle des parlementaires qui ont le mandat du peuple, ils doivent le faire. Voilà pourquoi, dans les pays où la démocratie est déjà avancée, les acteurs politiques ne se voient pas comme des ennemis, ce sont des adversaires. C'est comme sur un terrain de football. Ce n'est pas parce que mon frère joue dans l'équipe adverse qu'il cesse d'être mon frère. Mais sur le stade, je ne peux pas lui faire des cadeaux, je ne peux pas lui donner la balle parce que c'est mon frère. Je mets tout mon engagement aussi longtemps que le coup de sifflet final n'est pas encore dit. Mais aujourd'hui dans notre pays, lorsque vous critiquez le président de la République, lorsque vous critiquez le régime en place, on a comme l'impression que vous êtes l'ennemi du régime. Donc c'est comme s'il y a une République démocratique du Congo, du pouvoir, une République, une RDC de l'opposition, une RDC de la société civile. Donc à telle enseigne que quand chacun fait un discours, on cherche à l'identifier. Il est d'où? Mais ce n'est pas normal. Même si vous êtes dans le régime, lorsque le ministre ne fait pas bien, même s'il est membre de votre parti, vous avez le droit de dénoncer. Mais ce n'est pas ce cas. Donc, moi, j'appelle ici à toute la classe politique. Et d'ailleurs, ça, c'est un moment critique. Parce que l'UDPS devrait nous servir de modèle. L'UDPS a vécu les brimades. L'UDPS a vécu les humiliations de toutes les dictatures passées. Il ne faudrait pas que maintenant, à ce tour, que les paisibles citoyens, nous avons appris ce matin, une maman veuve de 69 ans, dites-moi, cette maman peut déranger qui? Elle n'est pas veuve, son mari. En fait, une maman plutôt vieille, je voulais dire vieille, de 69 ans, vient d'être arrêtée, on dirait une fugitive. Elle était chez elle. Même s'il y avait des faits infractionnels à lui reprocher, est-ce que c'était ça la procédure? Quelle image nous vendons? Pourquoi la justice ne peut pas se mettre vraiment en vrai régulateur de la société? Est-ce que le problème avec l'actuel parti présidentiel, dont en tout cas les sociétaires se sont battus pendant des décennies contre les dictatures et pour les changements, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que vous aviez par exemple, même quand le président Jean-Marc Kabound était là, vous aviez débarqué, vous n'avez pas en tout cas pris en compte ceux qui s'étaient battus réellement aux côtés du Sphinx de Limété, que vous avez fait venir des nouveaux adhérents, des adhérents de la dernière minute, qui n'ont pas vraiment, se sont pas battus en tout cas pour ces combats-là, pour le changement. C'est pas ça le problème aussi. Je ne peux pas parler au nom du parti présidentiel parce que je n'ai jamais été membre de l'UDPS, mais malheureusement c'est ce que nous constatons tous, nous observons que maintenant les ténors d'aujourd'hui de l'UDPS ne sont pas ceux que nous avons connus. Même quand nous étions de tout petits, il y avait de ceux qui nous inspiraient à faire de la politique au sein de l'UDPS, mais le résultat actuel, je ne sais pas si les 13 parlementaires, on leur posé la question aujourd'hui, vont se retrouver dans ce régime. Donc je préfère qu'un membre du parti présidentiel puisse répondre à cette question. Bon, le peu de minutes qui nous reste, Maître Adrien Mouniamali, cadre de l'Alliance pour le changement, nous souhaitions que vous puissiez quand même donner votre point de vue sur l'actualité. À l'est du pays, l'insécurité en tout cas continue, des manifestations contre la MONUSCO. Et il y a un rapport qui est sorti, en tout cas des Nations Unies, qui confirme l'implication du Rwanda aux côtés du M23 et le Rwanda nie. Je ne sais pas, en le peu de temps qui nous reste, votre point de vue en tout cas par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Faut-il ou pas que la MONUSCO en tout cas plie bagage maintenant tout de suite? Est-ce que faut-il aussi que nous puissions continuer à négocier avec les Rwandais pour voir les M23 libérer Bunagana? Est-ce que vous avez une solution, des propositions à faire? Alors, l'Alliance pour le changement suit cette situation de l'Est de près et nous estimons que nos frères ne méritent plus cette souffrance. Parce que le temps qu'on est en train de négocier en Angola, Bunagana, qui est une partie de la République démocratique du Congo, n'est pas au contrôle du Congo. Donc, le Rwanda joue à la malignité. Il tire les choses en longueur. Ce n'est pas une révélation. Je vous rappelle qu'il y a le rapport Mapping. Mais le rapport Mapping, c'est un rapport des Nations Unies. Qui a dit noir sur blanc, c'est un rapport qui date de plusieurs décennies. Donc aujourd'hui, j'ai été même surpris de suivre le porte-parole du gouvernement, dire nous nous réjouissons. Mais on ne peut pas se réjouir. Qui ne sait pas, parce que la MONUSCO est ici. La MONUSCO a déjà reconnu, l'ambassade des États-Unis a déjà reconnu. Mais les Nations Unies, c'est qui? Lorsque la MONUSCO, qui est aux côtés des FRDC, trouve des éléments de l'armée rwandaise présentés par les FRDC, mais c'est déjà une preuve.
Un État ne peut pas négocier avec des rebelles. Nous avons suivi. Si Kagame a des intérêts à réclamer à la République démocratique du Congo, il y a des voies diplomatiques. Mais lorsque un citoyen, qu'il soit congolais ou étranger, prend une arme, ce n'est plus un ami de la République. Et on ne peut plus négocier avec lui. La puissance des forces armées doit être mise en avant. Parce que moi, je suis sûr, j'ai confiance en cette armée. Cette armée, c'est celle qui a toujours protégé. Ce pays est combattu et convoité tous les jours. Et ce que nous voyons ici, c'est peut-être quelques cas isolés, mais le travail des FARDC est tellement grand. Et l'Alliance pour le changement donne un coup de chapeau aux FARDC qui font un travail. Mais il ne faut pas que les acteurs politiques à Kinshasa puissent, pas démoraliser, mais essayer d'endormir les FARDC. L'armée devrait être en train de faire son travail, en train d'attaquer les M23, mais au même moment, on est en train de négocier. Parce que le Rwanda, si Kagame reconnaît qu'il est parrain des M23, il devrait retirer ses troupes. Mais Kagame le nie. Nous continuons à insister. Mais pourquoi nous insistons? Mettons les M23 dehors. Si nous ne sommes pas capables. Est-ce que le problème, c'est l'incapacité de la MONUSCO ou c'est nous-mêmes? La MONUSCO n'a pas... Tout le monde semble tirer sur la MONUSCO. Et c'est l'erreur politique. Ça, c'est l'homme politique. Il faut lire les accords de siège. Qu'est-ce que signifie d'abord MONUSCO? C'est une mission d'observation. La MONUSCO n'a pas la mission de maintenir et rétablir l'ordre. La protection, la sécurisation des frontières, ce n'est pas le travail de la MONUSCO. Mais voilà pourquoi. Si la MONUSCO ne sait pas, parce qu'à un certain moment, il y avait une brigade spéciale, excusez-moi, je chute par là. Si la MONUSCO estime qu'elle ne sera plus stabilisée, la MONUSCO, naturellement, comme l'avait déclaré d'ailleurs Madame Bintou, qu'elle n'a pas des armes proportionnelles au M23, la chose la plus simple, c'est de plier les bagages. Mais ce n'est pas soulever la population, parce qu'il y a des voies diplomatiques. La MONUSCO n'était pas appelée par la population, était appelée par le pouvoir. Le pouvoir ou le gouvernement congolais. Donc le gouvernement congolais, par la même voie diplomatique, devrait rompre ces accords de siège et mettre sur place. Mais j'insiste sur le fait, parce qu'il faut qu'on s'interroge. Est-ce que si la MONUSCO part aujourd'hui, l'insécurité cesse à l'Est? Je crois que la vraie solution, est-ce que la MONUSCO est à Kinshasa opérationnellement? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de groupes armés. Mais si on éradique tous ces groupes armés, que va faire la MONUSCO? Donc je crois qu'aussi longtemps qu'on est en train de cibler la MONUSCO, et il faut aussi qu'on interpelle, et ça c'est l'appel que je lance à tous mes confrères, mes compatriotes, citoyens congolais. Nous n'avons que le Congo. Nous sommes nés, nous grandissons et nous allons mourir ici dans ce pays. Et nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour revendiquer le vrai changement. L'acteur politique congolais doit comprendre que ce pays a 100 millions de citoyens congolais qui attendent le changement, mais qui ne doivent pas croiser les bras pour attendre un messie. Il n'y aura pas de messie. Nous devons nous battre, surtout nous les jeunes, nous avons cette obligation. Nous avons déjà beaucoup de martyrs, nous avons déjà beaucoup de héros dans ce pays. Il est temps de s'élever pour que l'organisation des élections ne soit pas juste une théâtralisation ou un changement de sièges ou de personnes. Nous voulons un vrai changement et ce changement, nous ne pouvons pas l'obtenir sans vous. Merci beaucoup, Maître Adrien Mounyemali, cadre de la CH Parti Cher, honorable Jean-Marc Kabound. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique Olivier Longwango et Bruno Nzinga. Merci à Jacques Wandenga Boazou. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. En tout cas, restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Et nous prenons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre émission École du Changement. Et ce sera avec un autre enseignant du jour. Bye.